Salut à tous les terriens amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, toujours en direct de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et là j'ai un peu changé la configuration pour justement pouvoir vous présenter aujourd'hui des jeux de plateau. Donc premier numéro de Sur un plateau, et je vais, comme c'était Dune qui était à l'honneur cette semaine, vous présenter des jeux de plateau ainsi que le jeu de cartes tiré de l'univers de Dune. Alors je commence d'ailleurs par le jeu de cartes, le voici, donc c'est, voilà, paru en 1997, donc par Last Unicorn Game, ceux qui avaient fait justement le jeu de rôle, le fameux jeu de rôle Chronique de l'Imperium, paru en 2000. Ils avaient fait ce jeu en collaboration avec justement Five Rings Publishing, donc l'éditeur du jeu de cartes des légendes des 5 anneaux. Et on sent d'ailleurs que le système voilà, a été fait par des gens qui s'y connaissaient. Et donc on avait eu le droit à ce jeu de cartes qui malheureusement s'est un peu perdu dans l'oubli. Pourtant, voilà, je vais me faire l'effort de vous le présenter. C'était un jeu de cartes vraiment très intéressant, même s'il était très, très complexe, très touffu, avec des phases de jeu, on va dire, bien conçues, mais très, très riches, trop riches même devrais-je dire. Et pour la version de base, donc ici Ace of the Storm, qui est on va dire en quelque sorte le set de base, il y avait eu une série donc de 6 starters que voici. Donc un starter de chaque faction. Donc là par exemple je vous ai présenté c'est le starter de la maison Corino. Voilà, on a le symbole justement de la maison Corino. Il y a un starter Fremen, un starter Bene Gesserit, voilà, avec le petit symbole une sorte de goutte d'eau qui tombe, on va dire, dans une mare et qui fait des ondes. Le symbole de la guilde, donc là c'est symbolisé par des chaînes, mais normalement le symbole, on va dire, communément admis par la guilde, c'est le Lemniscat, le symbole infini. Et les factions, donc Atreide et Harkonnen, voilà. Donc Atreide symbolisé par l'aigle et Harkonnen, donc là ici symbolisé par un bélier. Alors donc les Harkonnen ont eu pas mal de symboles parce qu'il y a rien dans les romans qui nous disent quel est le symbole officiel normalement des Harkonnen. Donc là ils ont mis une tête de bélier. Bon, moi généralement je le symbolisais avec une tête de taureau quand je faisais le jeu de rôle. C'était plus je pense en accord avec ce qu'il représentait. Voilà, donc un petit mot sur le système de jeu. Comme je vous dis, le système de jeu est très touffu. Donc il y avait un livret de règles à l'intérieur de chaque starter, comme dans tous les jeux de cartes à collectionner de cette époque. Donc voilà la séquence de tours. Voilà, un livret de presque 70 pages. Ouais, 72 pages. Où donc le principe c'était que vous jouiez une maison. Donc là, vous aviez sur le dos du starter la carte en quelque sorte qui représentait votre maison. Voilà. Votre maison, donc, c'était le nom d'ailleurs de votre deck. Bon, il y avait deux paquets de cartes. Un paquet de cartes ado comme ceci, couleur, on va dire, orangée, couleur sable. Et un deck de cartes ado bleu. Voilà. Donc, ce qui était ce qu'on appelait le paquet impérial et le paquet maison. Le paquet maison, il y avait dedans donc toutes les ressources que vous déployiez pour justement développer votre maison. Donc les personnages, les troupes, les équipements, etc. Et durant la phase impériale, enfin du moins avec le deck impérial, vous faisiez en fait des magouilles à la chaume pour essayer de gagner de l'influence, etc. Donc ça rappellera d'ailleurs beaucoup au niveau du principe de jeu, c'est quand même assez proche justement du jeu de cartes L5R. Franchement, ça transpire beaucoup. On sent d'où vient l'inspiration, on va dire. Donc, comme d'habitude dans tout jeu, évidemment, on détape ses cartes, on les remet droites. Et après, il y a donc une phase de maison où donc on déploie ces cartes de maison, on essaye de remettre en jeu les cartes qui ont été, on va dire, mises hors jeu, dites subdued dans le système. Et après, on a une phase complète de, on va dire, de marché, si je puis dire, voilà, à la chaume, où donc on échange de l'épice, on revend de l'épice, où donc
donc on peut acheter des faveurs. On essaye donc de remplir la condition de victoire du jeu qui dit, bah voilà, si vous arrivez à être admis en tant au haut conseil de la Chaume en tant que maison majeure, eh bien, vous gagnez la partie. Et on voit si justement il y a certaines maisons qui ont été déshonorées, qui sont devenues dites renégates. Voilà, ce qui rappellera également juste encore L5R, puisque L5R on pouvait perdre évidemment à l'honneur. Et ben là c'est un peu pareil, si votre maison est déshonorée, eh ben, vous avez perdu. Et ou si donc une maison devient une maison majeure et devient en fait le directeur de la Chaume, eh bien vous gagnez également. Voilà. Donc ça c'était pour globalement le système, hein. Donc c'est vraiment, je voulais, il y a plein de subtilités, il y a plein de on va dire, petites précisions dans le livre de règles. C'est vraiment touffu, hein. On est digne d'un jeu de plateau, beaucoup plus qu'un jeu de cartes. Enfin c'est un jeu de plateau, on va dire, avec des cartes. Voilà, c'est plutôt ça. Ah mais si, il est là. Donc le paquet, par exemple, Harkonnen, je vais vous montrer tout de même. Donc, qui est voilà, le baron Harkonnen. Donc, les cartes étaient plutôt sympathiques, hein. Je vais vous repasser, on va dire, les cartes de personnages les plus intéressantes parce que je trouve que les dessins étaient plutôt beaux. Voilà, donc là, c'était pour Glosuraban, Feyd-Rautha, voilà, et Peter de Vries que j'avais eu dans un booster parce qu'il n'était pas dans le starter celui-ci. Voilà. Donc ça c'était pour le starter Harkonnen, parmi donc les 6 factions qui étaient proposées. Vous aviez donc les Atreides, il y avait donc le duc Leto. Voilà, l'illustration est vraiment très jolie, hein. Franchement, Paul pareil, voilà, il y avait l'illustration était je crois reprise dans le jeu de rôle, justement ils en ont repris quand même pas mal, hein, dans le jeu de rôle Chronique de l'Imperium. Voilà, donc là Tufir, Gurney Alec. Voilà. Donc ça c'était pour les Atreides. Donc oui, vraiment tous les personnages importants des romans y sont représentés. Donc je vous montre pas pour la guilde parce qu'il n'y a pas de personnages notables. Il n'y a pas par exemple le navigateur Edric. Là, donc pour le Bene Gesserit, la révérende mère Hélène Gaius Moyam. La princesse Irulan, Lady Margot Felring. Voilà. Ça, c'est pour la faction Bene Gesserit. Ensuite, les Fremen, donc Stilgar, Shani, voilà, avec évidemment, vous reconnaîtrez l'actrice qui a joué Shani dans le film de David Lynch de 1984, donc Shan Yang. Une Duncan Idaho version Fremen. J'ai pas vu s'il y avait une version Atreides, mais là, donc, dans le deck de base Fremen, en tout cas, il y a une version Duncan Idaho. Et la Shadow Maps. Voilà. Et enfin, je vous montre la faction. Oh, la faction Corino. La maison Corino. Voilà, qui est ici. Donc avec évidemment l'empereur Shaddam IV et le comte Fenring, justement. Voilà, pour la faction Corino. Et donc il y a plein d'autres cartes, hein, évidemment, pour figurer les troupes. Donc il y a des cartes, par exemple, pour les voilà, pour faire des effets de jeu avec ça c'est les Sardaukar par exemple. Là on sent quand même qu'ils se sont inspirés beaucoup du visuel du film de Lynch, hein, qui était, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo principale, la source majeure des, on va dire, de l'univers figuré de Dune. C'était vraiment l'esthétique du film qui transparaît encore d'ailleurs de nos jours dans dans notre imaginaire visuel. Voilà, donc là ça va changer probablement avec le film de Villeneuve qui lui va donner une autre version, on va dire, des canons esthétiques qui avaient été définis par Lynch dans le film de 84. Donc c'est vrai que j'avais oublié de dire, mais donc au-delà des maisons de base, vous avez la possibilité dans le jeu, c'est prévu dans les règles,
de personnaliser votre maison. Vous avez des points en fait au départ pour savoir quelles sont vos ressources de base, quelles sont, on va dire, un peu vos spécificités, même si chaque maison donne évidemment ses capacités, voilà, en termes par exemple militaires, ainsi que évidemment ses capacités spéciales et les ressources que cela vous rapporte au départ. Qui rappelle encore une nouvelle fois les Kyuden de base justement dans le jeu de cartes L5R, hein, pour ceux qui connaissent le jeu de cartes L5R. Donc ça c'était pour Age of the Storm, la version de base, donc il y avait des starters comme ceci et des boosters évidemment. Et donc il y avait eu deux extensions en 98 que sont donc Judge of the Change, donc arbitre du changement. Donc pareil, des nouvelles cartes, hein, des starters comme ceci et des boosters. Et une autre extension qui est donc voilà, Dune Thunder at Twilight. Oh, mes cartes qui glissent. Damned. C'est encore un coup des Harkonnen. Donc voilà, ça c'était le jeu de cartes. Donc moi je l'ai surtout utilisé en fait pour les illustrations, encore récemment d'ailleurs quand j'ai fait le bêta test, pour figurer les personnages. C'est plutôt, on va dire, plutôt utile, hein, plutôt intéressant. Si vous arrivez à vous en trouver pas trop cher, vous arrivez surtout à retrouver les starters que je vous ai présentés des 6 factions. Ça vous permet d'avoir des illustrations plutôt pas mal des personnages. Plus pour, on va dire, l'équipement, les troupes, etc. D'avoir des illustrations pour pouvoir les figurer et les montrer facilement à vos joueurs. C'était surtout l'intérêt, parce que le jeu en lui-même est vraiment, oulala, il est assez lourd quand même. Moi j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le tester, mais rien qu'à la lecture des règles, c'est, voilà, ça laisse songeur. Mais bon, c'était l'esprit de l'époque, hein. Il y a eu beaucoup de CCG comme ça, de jeux de cartes à collectionner qui avaient vraiment des systèmes de jeu très touffus. Bah, le jeu de cartes du Seigneur des Anneaux, justement, de l'époque, pareil, qui date aussi de 95-96, était un peu dans le même genre, était plus un jeu de plateau qu'un jeu de cartes. Mais bon, c'était quand même des jeux qui étaient, enfin, qui se voulaient en tout cas respectueux de l'univers visuel et qui avaient vraiment un intérêt de par son univers graphique. Et donc c'est pour ça que voilà, ça méritait quand même que je vous le présente parce que ça a existé et je pense que c'est encore trouvable. Voilà. Par contre, alors là, à quel prix, surtout avec l'engouement qui va réaugmenter sur l'univers de Dune et sur tout ce qui va concerner l'univers de Dune avec la sortie du film. Voilà, si vous voulez, si ça vraiment ça vous intéresse ce jeu de cartes, sautez dessus tout de suite parce que les prix vont flamber. Alors sinon, évidemment, les jeux de plateau. Donc là, je vais vous présenter les 2 jeux de plateau qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Donc 2 jeux de plateau, 2 manières en fait en tout cas d'approcher on va dire l'univers de Dune de manière ludique. Donc déjà un jeu plutôt type donc jeu de plateau board game plus proche on va dire en fait d'un wargame. Placement de troupes et conditions de victoire. Donc cette version que ici c'est la version des cartes de 92, mais le jeu lui date de 1979 et donc il y a eu en 2019 pour les 40 ans une nouvelle édition. Voilà, celle-ci c'est la version anglaise mais elle est en français hein, depuis quelques mois et donc voilà, je vous le conseille évidemment. Ce jeu-là, moi je l'aime beaucoup. Et donc justement je vais vous le présenter un peu plus en détail. Voilà. Donc tout d'abord le plateau de jeu. Alors un petit détail sur la version de 92. Le matériel était pas fameux, hein, faut quand même le reconnaître. Le matériel était assez fragile, pas d'une super qualité, c'était vraiment de qualité de base, mais le jeu était vraiment très très bon, hein, donc voilà. Donc ça c'est le plateau était trop petit. Faut, et il n'était pas super joli non plus. Donc il figure évidemment le pôle nord, le cercle nord d'Arrakis, qui est vraiment le terrain de jeu stratégique majeur pour le contrôle de la planète.
Le principe, on va dire, du jeu est que, vous voyez les zones en rouge ici, eh ben, ce sont en fait des objectifs, donc des sitges et des forteresses, Carthage, Arakin, ainsi que donc les différents sitges les plus importants, donc en fait, les refuges des communautés Fremen, que vous devez contrôler. Vous devez en contrôler 3 à la fin d'un tour pour gagner la partie. Donc ça, c'est la condition de victoire, on va dire, de base minimale. Au-delà de ça, donc, vous avez toute une séquence de jeu assez détaillée, mais qui n'est pas compliquée. Enfin, moi, je trouve en tout cas que ce jeu-là n'est pas compliqué. Par contre, il a un intérêt stratégique vraiment très intéressant. Donc, vous aviez des fiches comme cela d'aide de jeu que vous pouviez distribuer à vos joueurs qui rappelaient tous les effets justement des cartes spéciales, des cartes traîtrises. Je vais y venir. Permettait de compter les tours de jeu, de rappeler également l'ordre du tour de jeu ici, et de figurer les pouvoirs particuliers ainsi que les chefs ici des différentes factions pour savoir quelle est leur valeur de jeu. Et ça permettait aussi, on va dire, de savoir pour le Harkonnen quels étaient les traîtres à sa solde. Et je vais y revenir. Donc, la phase de jeu, bah, on commence déjà par la phase de tempête. Donc, on essaye de déterminer dans quel secteur. Vous voyez, il y avait un jeton qu'on déplaçait au niveau des secteurs en fait, pour indiquer quel secteur justement était en zone de tempête. Donc, on ne pouvait pas s'y déplacer et les troupes qui étaient prises dans la tempête étaient bloquées. Donc c'était assez pénible, on pouvait rien faire en fait, vraiment ça bloquait toutes nos armées qui étaient présentes là-dessus. C'est vrai, j'ai oublié de vous présenter. Là c'était le livre de règles, hein, vous voyez il est pas très gros, hein, à l'époque on faisait pas des gros livres de règles, même si bon, on va dire le Mythic Civilization n'avait pas un très gros livre de règles et pourtant c'est un jeu extrêmement riche. Bah là c'est un peu pareil, hein, je le mettrais vraiment dans la même lignée que le Mythic Civilization en jeu de plateau, hein, je parle. Donc je vous parlerai peut-être un jour d'ailleurs, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup également. Et donc, après cette phase de tempête qu'on déterminait de manière aléatoire, il y avait donc la phase d'explosion d'épices. Donc là, vous aviez un paquet de cartes dont vous tiriez une carte pour déterminer où l'épice apparaissait sur le plateau. Donc l'épice, dans le jeu, c'est le nerf de la guerre. Donc là, vous voyez, vous aviez des cartes comme ceci. Donc là, c'est le Sheolut. Donc là, si le vert apparaissait, ben, vous l'aviez dans l'os. Hein, toutes vos troupes étaient dévorées. Sauf si vous êtes un Fremen, évidemment. Et donc, voilà, il y avait des. Sinon, ça figurait des régions du plateau avec un chiffre qui vous indiquait le nombre d'épices qui apparaissaient. Et évidemment, tout le monde se jetait dessus pour pouvoir. Tout le monde déplaçait ses troupes pour pouvoir récolter l'épice et ainsi pouvoir avoir suffisamment d'argent, de mailles pour pouvoir espérer, on va dire, gagner la guerre et remplir ses objectifs. Donc ça c'était pour la phase d'explosion d'épices. Après il y avait donc une phase d'enchère. Et durant cette phase d'enchère on achetait donc des cartes traîtrises. Ces cartes traîtrises elles nous aidaient après dans la phase de combat. Donc là vous voyez vous avez un goût de poison qui permettait d'éviter le poison. Vous aviez le, le bouclier qui permettait d'éviter les vilains coups de dague justement. De Chris par exemple. Voilà. Vous aviez plein de cartes avec des effets spéciaux. Donc voilà. Une carte qui permettait d'éviter justement le ver des sables, le marteleur, le thumper, comme il ne l'avait pas traduit là d'ailleurs sur le jeu de cartes. Donc évidemment si vous mettiez un laser contre un bouclier en bataille, eh ben, ça faisait boum, ça faisait une explosion atomique. Il y avait d'ailleurs l'explosion atomique. Voilà, il y avait les cartes moissonneurs, et il y avait également aussi des cartes qui ne servaient à rien. Voilà, et c'était justement ça, c'est qu'on pouvait bluffer en fait pendant la phase de combat en mettant des cartes. Donc on achète ces cartes lors de la phase de traîtrise, donc on mise en fait de l'épice pour savoir quelle carte on va acheter. Donc il y a certaines factions qui ont la capacité, les Atreides, avec Paul justement, comme il a la préscience, il peut savoir quelles cartes vont apparaître, et donc les Harkonnen, eux, eh ben, ils peuvent gagner une carte supplémentaire s'ils achètent une carte traîtrise. Oui, c'est leur dada la traîtrise, c'est bien connu. Donc, une fois qu'on a fait la phase d'enchère, on déplace ses troupes et on enrôle ses troupes. Et après, on arrive à la phase de bataille. Et pour la phase de bataille, on a une petite roue comme ceci. Donc, la roue de bataille. Donc, on a un emplacement
pour mettre le général que l'on va engager dans la bataille. Donc on choisit son général. Donc là par exemple je choisis le baron Harkonnen, donc je vais le placer ici. Donc on prépare vraiment sa route de bataille, hein, c'est comme un plan de bataille. On va mettre en haut le nombre de, de troupes. Donc là par exemple, voilà, j'ai mis 3, donc tout ça on le fait en secret évidemment. Et on va miser évidemment une carte de traîtrise pour aller avec. Donc voilà, on espère ainsi peut-être éliminer le général adverse qui du coup ne comptera pas dans la bataille. Si par exemple on le tue avec un coup de laser, du poison, etc. Eh ben, dans la bataille, ces points de force, de puissance ne compteront pas. Et ça nous permettra de gagner plus facilement la bataille. Donc évidemment si on gagne, on, on peut éliminer les troupes adverses. Les troupes adverses vont aller dans une zone particulière du plateau qu'on appelle donc, les cuves du Bene-Tleilax, où on devra à partir de là les racheter évidemment si on veut avoir des troupes, parce qu'on a un nombre de troupes limité, on a 20 pions au départ, et à partir de là, on contrôle donc des zones du plateau, donc pour récolter l'épice s'il y a de l'épice sur la case, hein, puisque c'est la phase juste après, c'est la phase de récolte. Donc là on récolte l'épice. Et ou sinon évidemment on contrôle trois sitches qui nous permettent donc de gagner, on va dire, à la loyale, c'est-à-dire vraiment par la victoire dite militaire. Donc à partir de là, la présentation de chaque faction. Voilà, avec donc il y avait un résumé donc de vos pouvoirs, de vos capacités sur ces petits écrans qu'on devait donc monter, voilà, pour faire un écran de jeu de cette manière. C'est plutôt sympa. Dans la nouvelle version, c'est moins complexe, hein. C'est un petit paravent. Là, c'était vraiment un écran, quoi. On avait vraiment un bouclier. Donc les 6 factions qui étaient jouables, on pouvait jouer à partir de 2 joueurs, mais il fallait jouer 2 factions. Sinon, il faut être minimum 3 pour chacun jouer une faction, et donc on pouvait jusqu'à 6. Et même, on avait la possibilité de jouer jusqu'à 7 joueurs si on avait réussi à mettre la main sur le hors-série numéro 7, jeu et stratégie, enfin jeu de plateau et jeu de stratégie de Cassius Belli, qui permettait de faire figurer la faction du Bene-Tleilax, qui donc était représentée par les cuves dans les règles de base. Et là, eh ben, on avait la possibilité d'avoir un général, le danseur visage. C'est plutôt bien fait, hein. Voilà, avec un jeton qui était à photocopier, à découper pour figurer le jeton du danseur visage, qui était votre unique général. En fait, vous n'en aviez qu'un, qui d'ailleurs en fait, se comportait comme le général adverse. Il avait les mêmes caractéristiques que lui, oui, il utilisait ses capacités. Le sympathico, le fameux, pour justement ressembler en fait au général adverse, avec un petit bonus. Et en plus, vous aviez accès aux troupes qui étaient mortes, donc aux Golas qui étaient dans les cuves, en tant que troupes. Voilà, et donc en plus, c'est à vous qu'on payait si on voulait récupérer ces troupes, etc. C'était plutôt bien fait, voilà, ça permettait de jouer à 7 si on en avait l'occasion. Mais donc, dans la version de base, on jouait à 6. Mais bon, pensez si jamais vous avez envie de voir cela, même si donc dans la nouvelle version, il y a une extension qui va bientôt sortir qui figure justement les Ixiens et les Tleilaxous. Alors je ne sais pas ce qu'elle va valoir, je l'ai précommandé. Mais donc voilà, en tout cas pour la nouvelle version, il y a déjà une, une extension qui est prévue, bon pour l'instant en anglais. Et justement, ça vous permettra de, de figurer justement ce genre de choses. Voilà. Donc, à partir de là, je vois comment dire que je suis en panne de batterie, donc je vais arrêter la vidéo là et je recommencerai dans un instant. Donc je vais faire une vidéo en 2 parties. Voilà pour terminer justement mon propos. Je vais faire donc une deuxième vidéo. A tout de suite, je reviens.